Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un exercice corrigé de microéconomie. Bien sûr, comme d'habitude, vous avez l'énoncé de l'exercice dans la description, juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien Google Drive qui vous redirige vers cet énoncé. N'hésitez pas à mettre sur pause pour d'abord faire l'exercice par vous-même. Alors, on va parler donc de monopole, mais on va surtout s'intéresser à ce qu'on appelle la discrimination par les prix de degré 3. Donc, dans le cas d'un monopole. Donc, on va bien sûr voir tout ça avec la correction. Alors on y va. Une entreprise de production d'électricité a identifié deux segments de consommateurs sur son marché, les consommateurs industriels et les consommateurs domestiques. Ces deux segments n'ont pas la même fonction de demande. Et c'est comme ça, déjà, dès le début de l'exercice, qu'on peut repérer une discrimination par les prix de degré 3. Normalement, vous avez vu votre cours, et justement, la discrimination de degré 3 implique le fait qu'on puisse identifier des segments de marché avec justement pour chaque marché une fonction de demande particulière. Donc on nous dit que pour les consommateurs industriels, donc je note, donc PI c'est moins 4, QI plus 48, et pour les consommateurs domestiques, P2D c'est moins 20 tiers de QD plus 80. Les coûts de production de l'électricité sont indépendants du type de consommateur. Alors on vous donne des coûts fixes, 100, et les coûts variables, Q carré plus 4Q. Le fait que nous ayons comme ça les coûts fixes et les coûts variables, je pense qu'on peut peut-être écrire la fonction de coût total, non? On peut dire que la fonction donc de coût total, qui dépend bien sûr des quantités. Pourquoi? Parce que la fonction de coût total, ce sont les coûts fixes plus les coûts variables qui, eux, dépendent des quantités. Il suffit de regarder la fonction coût variable, Q carré plus 4Q, on voit bien que cette fonction dépend de Q. Et donc la fonction de coût total peut s'écrire 100 plus Q carré. Alors je mets des majuscules, si vous mettez des minuscules, c'est pas très grave. C'est la même chose. Plus 4Q. Première question, représenter graphiquement les courbes de demande de chaque catégorie de consommateurs. Si l'entreprise vend son électricité au même prix sur les deux marchés, quel profit maximal peut-elle réaliser? Alors, représentons graphiquement. Alors, on doit représenter les deux fonctions de demande. Vous êtes d'accord avec moi que ces deux fonctions de demande ont une allure affine. Vous pouvez dire aussi une allure linéaire. Donc, ce sont en tout cas des fonctions. Donc, les fonctions ici de demande, notez bien. Ce sont des fonctions affines. Autrement dit, leur représentation graphique est une droite. Oui. Mais de toute façon, en microéconomie, en licence, on travaille toujours avec des expressions affines. Parce que si on travaillait avec des fonctions non linéaires, comme on les qualifie, ça veut dire que pour certaines questions, notamment la question des surplus des consommateurs, des producteurs, on devrait passer par des intégrales. Bon, voilà, ce sera un petit peu plus délicat. Vous êtes d'accord avec moi que pour construire une droite, on a besoin de deux points? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cas où le prix est égal à 0 dans les deux cas. Et donc dans ces cas-là, on aura deux quantités, QI et QD. Pareil, vous mettez le D en haut ou en bas, c'est pas important. Et puis on va prendre le cas où la quantité vaut 0. Et donc on aura deux prix, PI et P2D. Ok? Bon, je crois que je vais mettre des égales. Voilà. Alors, donc on va commencer par Q égale 0 puisque c'est plus facile. On a directement les fonctions sous les yeux. Donc, vous voyez, si je remplace QI par 0, PI vaut 48. Et si je remplace QD par 0, P2D vaut 80. Voilà, ça c'est fait. Et puis vous prenez l'autre cas, donc vous remplacez P par 0, et donc vous cherchez la valeur de QI. Bon, je vous les donne, c'est pas très compliqué. Ça vaut, pour les deux, ça vaut 12. Okay, donc pour les deux, ça vaut 12. Et donc on n'a plus
qu'à tracer le graphique. Je vous rappelle que nous travaillons dans un plan où les quantités sont en abscisse et les prix sont en ordonnée. Nous travaillons dans un cadre marshallien. Donc les quantités, donc lorsque le prix vaut 0, pour les deux, les quantités valent 12. En fait, vous voyez, ce que j'ai pris, c'est les deux points extrêmes, à chaque fois. Et donc l'un vaut 48, donc je ne sais pas, on va imaginer que c'est ici. Hop. Et l'autre vaut 80 là-bas. Ouais. Hop. Donc le 48, c'est, vous pouvez noter ici, on peut écrire DI, car c'est la demande I, donc la demande des industriels. Et puis DD, la demande des domestiques. Voilà la représentation graphique, rien de bien surprenant. Bien sûr, vous avez normalement des feuilles à carreaux, donc n'hésitez pas à construire quelque chose de bien précis. Ici, j'ai pas pris au niveau de l'axe et l'axe des ordonnées, pardon. J'ai pas pris le même référencement. Vous voyez que 12, normalement, sur cet axe-là, il est beaucoup plus bas, mais bon, c'est pas très grave. Vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas forcément les mêmes unités au niveau de... C'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans un repère orthonormé, ça arrive qu'il y ait des repères qui ne soient pas orthonormés. Bon, là, j'ai fait sur un tableau blanc. Bon, la première chose, premier constat que l'on peut faire en voyant ces deux droites, qu'est-ce qu'on peut dire de... alors, je vais peut-être le mettre de l'autre côté, sinon on va croire que... Voilà, donc DI, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut dire là, sur DI et DD en voyant justement leur représentation graphique? On voit que DI est plus horizontal que DD. Ouais. Eh bien, ça veut dire qu'on a déjà l'idée. On doit déjà avoir l'idée dans la tête. Et on va le vérifier justement dans les questions suivantes. Et je crois même, d'ailleurs, je crois que c'est... Ah non, oui, c'est la question juste après. Ça veut dire qu'on doit déjà avoir en tête que, étant donné que la fonction de demande des industriels est plus horizontale, graphiquement est plus horizontale que celle des domestiques, ça veut dire que l'élasticité de la demande des industriels est plus grande que l'élasticité des domestiques. Là, c'est une observation graphique. Alors, donc, moi je ne vais pas donner tout de suite, on va écrire comme ça. Donc, il faut déjà remarquer que l'élasticité des industriels est supérieure à l'élasticité des domestiques. Voilà. C'est une observation qu'on doit faire. Ça nous permettra de vérifier, justement, les réponses suivantes. Ok. Alors, on n'a pas fini avec la question. Ça, c'est la première partie de la question, puisque la deuxième sous-partie, c'est si l'entreprise vend son électricité au même prix sur les deux marchés. Bon, donc, mettez sur pause pour recopier. Ça, je peux effacer tranquille. Donc, si l'entreprise vend son électricité au même prix sur les deux marchés. Ah oui, normalement, et ça, on verra justement à travers la discrimination de degré 3, normalement, l'entreprise n'a pas intérêt à vendre au même prix sur les deux segments de marché, puisque les deux segments de marché n'ont pas la même élasticité. J'avais fait une vidéo sur le rapport entre le prix et l'élasticité, donc n'hésitez pas à aller voir dans la playlist microéconomie, si vous voulez vous faire plaisir. Donc, normalement, étant donné qu'on n'a pas la même fonction de demande, il n'y a pas le même prix. Mais là, on suppose qu'on se dit, voilà, l'entreprise vend au même prix sur les deux marchés. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On a deux segments de marché. Mais étant donné que l'entreprise vend au même prix, en fait, ces deux segments se transforment en un seul segment. Dit autrement, les deux fonctions de demande doivent se transformer en une seule fonction. Je n'ai plus deux catégories de consommateurs, je n'ai plus deux segments de marché. Moi, j'en veux qu'un seul. Ok, donc transformation, deux fonctions de demande en une seule fonction. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les additionner? Est-ce qu'on doit prendre la moyenne? Est-ce qu'on doit les multiplier? Enfin, je ne sais pas. Mais est-ce que vous additionneriez des prix?
Parce que certains peuvent se dire, bah, faisons PI plus P2D. Faisons cette fonction plus cette fonction. Bah oui, mais là, vous êtes en train d'additionner des prix. Est-ce que vous pouvez additionner des prix? Bah non, parce que le prix est le même sur les deux segments de marché. Les prix ne s'additionnent pas. Encore heureux, parce que si vous avez 15 segments de marché, ça commence à faire cher. Et puis, on ne peut pas additionner comme ça, hein, étant donné, mais bon, ça c'est pour on va dire une autre raison, mais étant donné que nous mettons les prix comme ça en ordonnée, on ne peut pas s'amuser comme ça à additionner des ordonnées. Les prix ne s'additionnent pas, puisque les prix dépendent des quantités. Par contre, on peut additionner des quantités. Si sur un segment de marché, vous vendez 15 unités, et que sur l'autre segment, vous vendez 20 unités, bah, on peut dire que sur les deux marchés, vous vendez 35 unités. Ouais. Donc retenez toujours, on n'additionne pas des prix, mais on peut additionner des quantités. D'ailleurs, les fonctions de demande se construisent comme ça. On vous dit toujours que la fonction de demande totale, c'est la somme des demandes individuelles. Mais lorsqu'on dit c'est la somme des demandes individuelles, on signifie par là que c'est la somme des quantités individuelles, pas la somme des prix individuels, ça n'a pas de sens. Donc je vais d'abord devoir transformer ces fonctions. Donc je vais devoir exprimer QI en fonction de PI et QD en fonction de P2D. Ouais. Alors on y va, donc on aura, donc je vais passer déjà le 48, donc on aura PI moins 48 égale moins 4 QI. Ouais. Et je vais diviser par moins 4, donc j'y vais doucement hein, pour la première. Et donc vous êtes d'accord avec moi que ça c'est égal à QI. PI moins 48 sur moins 4. Je vais simplifier, bien sûr. C'est pas très joli ça. Comment je peux simplifier? Bah, je peux décomposer en deux. C'est-à-dire que je peux écrire que c'est PI sur moins 4 plus moins 48 sur moins 4. Étant donné que c'est le même dénominateur, en regroupant, on retrouve la fraction générale. Bon, PI sur moins 4, bon, en fait c'est 1 sur moins 4 PI. PI sur moins 4, c'est 1 sur moins 4. 1 sur moins 4, ça fait moins 0,25. Et moins 48 sur moins 4, ça fait 12. Voilà pour QI. Donc je fais la même chose, ici je fais passer le 80, donc on aura P2D moins 80 égale à moins 20 tiers QD. Bon, je mets les indices en dessous. Parfois je les mets au-dessus, mais c'est pas important. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par moins 20 tiers, à gauche. Ouais. Sauf que diviser par moins 20 tiers, ça revient à multiplier par moins 3 vingtièmes. Donc on aura moins 3 vingtièmes de P2D moins 80 égale QD. Et donc Q de D, donc si vous distribuez et que vous simplifiez, vous obtenez 12 moins 3 vingtièmes de P2D. Ça va être 80 fois 3 sur 20, enfin moins 80 fois moins 3 sur 20, ça fait 12. Donc là, j'ai mes deux fonctions de demande. Attention, ces fonctions de demande, les amis, ce sont les mêmes que celles-ci. J'ai juste interchangé la variable. Là, maintenant, ma variable, c'est le prix. Voilà, c'est tout. Et du coup, donc on revient à la question. Hein. Je vous rappelle que l'entreprise donc, fixe le même prix sur les deux segments de marché. Donc avant de déterminer, pour maximiser bien sûr son profit, hein, avant de déterminer la condition hein, que normalement vous connaissez, hein, de la maximisation du profit, elle doit additionner les deux fonctions de demande pour ne faire qu'une seule fonction de demande. Autrement dit, et je vais devoir effacer, mais on aura QT, ou même plutôt, ouais, je vais mettre QT, c'est-à-dire la quantité totale, c'est QI plus QD. Ouais.
Eh bien, on y va. Donc, QT, ce sera donc QI 12, on dit, moins 0,25P. Alors, bien sûr, là, ne distinguez plus les PI et les P2D. Pourquoi on ne distingue plus les deux? Parce qu'on a dit que l'entreprise fixait le même prix sur les deux segments de marché. Donc, le PI, il est évident ici que dans notre question, PI égale P2D. Donc, je remplace PI et P2D par P, tout simplement. Je veux une fonction de demande. Donc, je veux une fonction qui ne dépende que d'un seul prix. Enfin, de la même variable prix. Donc, 12 plus 12 moins 3/20 de P. En réunissant les constantes, on aura 24 moins 0,4P. Voilà, j'ai envoyé, donc 12 plus 12, ça fait 24. Et moins 0,25 moins 3/20, ça fait 2/5. Donc ça fait 0,4. Donc ici, je viens donc de déterminer la fonction de demande totale. Donc maintenant, je vais me poser une question. C'est à quel moment l'entreprise va-t-elle maximiser son profit? Maximisation de pi, qui est la lettre utilisée en microéconomie pour désigner le profit. Bien, on est dans le cas d'un monopole. L'entreprise, elle est toute seule, on ne nous dit pas qu'elle est en concurrence. Donc, la condition de maximisation du profit, c'est celle que normalement vous devez connaître, et je ne fais pas la démonstration parce que je l'ai déjà faite dans une vidéo qui s'appelle la maximisation du profit dans le cas d'un monopole, où je vous explique tout de A à Z sur comment on arrive à la formule. C'est tout simplement l'égalité entre la recette marginale et le coût marginal. Le coût marginal, il n'est pas très compliqué à obtenir. Pourquoi? Le coût marginal, c'est tout simplement la dérivée du coût total. Vous l'écrivez soit comme ça, soit comme ça. C'était prime de Q. Cette écriture-là est plus adaptée. Celle-ci, c'est plus une écriture de terminale, de lycéen. Là, c'est mieux d'écrire comme ça. Bon, dérivons notre fonction de coût total. Je vous rappelle qu'elle est ici. Donc, le 100 disparaît. Bon, je pense que c'est pas très compliqué. Donc, on aura 2Q plus 4. Et la recette marginale, le problème, c'est que là, c'est pas un problème, on pourrait l'obtenir à partir de Q en fonction de P. Mais la recette marginale, il y a une technique très simple pour l'obtenir, à condition d'exprimer le prix comme une fonction des quantités. C'est-à-dire d'avoir ce genre de fonction-là. P en fonction de Q. Mais moi, j'ai Q en fonction de P. C'est pas grave, je vais exprimer P en fonction de Q. Donc on aura Q moins 24 égale moins 0,4P. Et donc P égale Q moins 24 sur moins 0,4. Comme tout à l'heure, je subdivise en deux la fraction et j'obtiens 60 moins 5 demi de Q. Ouais. Moins 2,5. Ok, donc P en fonction des quantités. Là, j'ai mon coût marginal. Et comment j'obtiens la recette marginale? Regardez. Le coefficient directeur de votre droite, là, le coefficient directeur de votre fonction affine, vous le multipliez par 2. Et rien d'autre ne change. On aura donc 60 moins 5 demi fois 2, ça fait 5. Voilà votre recette marginale. Et je vous le dis, c'est toujours comme ça. La recette marginale s'obtient, bien sûr, parce qu'on a ici des fonctions affines, en multipliant par 2 le coefficient directeur. Mais attention, attention,
vous multipliez par 2 le coefficient directeur seulement et à condition seulement que P, c'est une fonction de Q. Celui qui m'aurait dit la recette marginale, c'est 24 moins 0,8P, eh ben non. Vous ne pouvez pas multiplier par 2 lorsque vous avez Q en fonction de P. Ça ne marche pas. Et bien sûr, ça, je le prouve dans la vidéo, la maximisation du profit dans le cas du monopole. Et bien c'est parfait, il nous suffit d'égaliser les deux, la recette marginale et le coût marginal. Donc 60 moins 5Q égale 2Q plus 4. Ouais. Donc ça nous fait du 56 égale 7Q. Et donc Q étoile, la quantité d'équilibre, est égale à 8. Alors on a la quantité, il nous faut le prix. Comment je vais trouver le prix d'équilibre? Il suffit de remplacer dans la fonction de demande. Alors, vous pouvez reprendre celle-ci et remplacer Q par 8. Okay, et vous allez trouver la valeur de P. Ou bien vous prenez directement celle-ci. P égale 60 moins 5 demi de Q. Ce sont les mêmes. Hein. C'est juste que là, on a directement exprimé P en fonction de Q. Et donc, si vous faites 60 moins 2,5 fois 8, vous tombez sur 40. Voilà les valeurs d'équilibre. Ça, c'est l'équilibre d'un monopole classique. Il n'y a pas plus ordinaire, traditionnel, que ce qu'on vient de faire. C'est le cas le plus simple qu'on puisse avoir, c'est le cas d'un monopole. On égalise la recette marginale au coût marginal. Alors, étant donné qu'on a les quantités et le prix, on peut peut-être déterminer, on peut calculer quoi? On peut calculer peut-être le profit que le monopole fera. Je vous rappelle la condition de la question. Le profit donc que fera le monopole en vendant au même prix sur les deux marchés. Donc je termine là, hein. Ensuite j'effacerai tout. Hein. Le profit, je vous rappelle que c'est le prix fois la quantité, moins les coûts totaux. Donc c'est 8 fois 40, 40 fois 8, donc 8 fois 40, moins, et vous remplacez, donc vous avez la fonction de coût total, moins 100, plus 8 au carré, plus 4 fois 8. Attention, hein, s'il vous plaît, le moins et la parenthèse. Hein. Le moins inclut toutes les valeurs qui sont à l'intérieur. Et vous allez trouver un profit de 124. Et là, on pourrait se dire quoi? C'est chouette, ok, c'est le cas. Donc le monopole maximise son profit. C'est cool. Là, il ne peut pas dépasser les 124. Sauf que ça, donc c'est l'hypothèse qu'il vend au même prix sur les deux segments de marché. Mais justement, le fait qu'il y ait deux segments de marché devrait l'inciter à ne pas vendre au même prix. Mais pourquoi? C'est ce qu'on appelle la discrimination par les prix. Pourquoi il ne devrait pas vendre au même prix? Justement, on va le voir et on va le démontrer mathématiquement, parce qu'en discriminant, il peut augmenter son profit. Tout simplement. C'est la raison la plus, vous voyez, la plus simple, la plus logique, la plus banale qu'on puisse espérer. Le rôle, et on le verra dans la question, enfin non, dans la question encore après, pas la suivante, la suivante, qu'en discriminant, en fixant un prix différent sur chaque marché, il peut encore faire augmenter son profit. Bien, alors, je mettez sur pause. Là, j'efface. Je m'arrête. Ouais. Oui. Moi, j'efface pas c'était. Mais... Hop.
Voilà. Allez, question. Quelle est la catégorie de consommateurs la plus sensible au prix? D'après votre réponse, quelle catégorie devra payer un prix plus élevé? Les deux sous-questions sont liées. L'une implique l'autre irrémédiablement. Alors, on vous demande quel type de catégorie de consommateur est la plus sensible. La plus sensible, se poser la question en fait de la sensibilité, c'est la même chose. Donc, se poser la question de la sensibilité revient à calculer ce qu'on appelle l'élasticité de la demande. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'élasticité de la demande qui vous donne la sensibilité. Alors, ça veut dire quoi la plus sensible? Prenons deux cas. Donc, dans le même plan, QP. Donc là, vous avez deux cas qui sont assez extrêmes, on va dire. Vous avez ici un cas où vous avez vu votre droite, donc c'est bien sûr que j'ai représenté à chaque fois la demande, puisqu'on travaille sur l'élasticité de la demande. Le premier cas, vous avez une demande ici qui est, on va dire, plutôt horizontale. Bon, mettez des guillemets parce qu'elle n'est pas totalement horizontale. Et ici, on a le cas d'une demande qui est plutôt... pardon, autant pour moi, c'est l'inverse. Donc ici, on a une demande qui est plutôt verticale, et ici, une demande qui est plutôt horizontale. Ouais. Faisons varier le prix de la même manière. Imaginons que nous ayons, alors peu importe ici que je ne prenne pas le même prix, moi ce qui m'intéresse c'est que la variation soit la même. Donc imaginons que mon prix initial correspond au trait rouge, je vais l'appeler P0. Et je vais baisser le prix de tout ça. P1, alors ça fait peut-être beaucoup pour... attendez, je vais relever le niveau de P0. Je vais le mettre ici. Je sais pas moi, P1, donc il va être... Voilà. P1 il va être très bas ici. Ok. La question qu'on va se poser, c'est que c'est en baissant le prix donc de P0 à P1, comment vont varier les quantités demandées? À P0, voyez, donc je reporte. Donc je reporte sur la droite de la demande. Donc à P0, j'ai Q0 et à P1, j'ai Q1. Ouais. Et ici, pareil. J'ai Q0 qui est ici et j'ai Q1 qui est ici. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'études en économie ou en microéconomie pour voir ce qui se passe. C'est qu'une même variation de prix implique une plus grande variation des quantités ici. Ouais. Ici, la variation des quantités est faible. Ici, la variation des quantités est très forte. Ça va? Eh bien, le fait que la demande soit plutôt verticale implique qu'une variation, donc je l'écris comme ça, attendez avant de recopier pour comprendre, une variation du prix implique une variation des quantités. Et bien sûr, on peut même insister sur le fait qu'une variation négative du prix implique une variation positive des quantités. Quand le prix diminue, la quantité demandée augmente. Ouais. Mais ici, c'est la même chose. Sauf que l'application, donc je l'écris comme ça, vous voyez, pour simplifier les choses, c'est que la variation des quantités est beaucoup plus forte. Est beaucoup plus forte. Eh bien, nous dirons ici, le fait que la demande soit plutôt verticale, que la demande, elle est aussi plutôt inélastique. C'est-à-dire qu'en fait, les quantités ne varient pas beaucoup lorsque le prix varie. Oui, on peut le dire comme ça simplement. Les quantités, vous faites varier le prix de votre tablette de chocolat, c'est pas pour ça que les consommateurs vont arrêter de consommer des tablettes de chocolat. Alors qu'ici, on pourra dire que la demande, elle est plutôt élastique. Parce qu'une petite variation du prix, ça implique une très grande variation des quantités. Donc là, si vous faites varier le prix des sacs à main de luxe, on peut supposer que... Bon, même si, attention, pour certaines marchandises de luxe, ce qu'on appelle des biens de Veblen, on considère justement que plus vous augmentez le prix et plus la demande augmente. Mais juste prenez, je vais peut-être pas prendre les sacs à main de luxe, mais je sais pas moi, prenez le cas de... prenez le cas d'un bien qui est pas... Bon, je n'ai pas en tête, parce que voilà, je suis dans l'exercice, mais prenez le cas d'un bien qui est... comment dire, pour lequel la demande varie beaucoup.
lorsque le prix baisse peu. Et puis voilà, vous avez cette configuration-là. Après, bon, bien sûr, c'est tellement individuel que raisonner de manière globale, c'est pas toujours facile. Mais... Vous avez compris l'idée. J'en avais un et bon, il est parti. C'est pas grave. Ok, vous avez compris l'idée? Bien. Donc oui, donc lorsqu'on se pose la question de la sensibilité de la demande, en fait, on se pose cette question, c'est-à-dire lorsque le prix varie, est-ce que les quantités demandées vont beaucoup varier ou est-ce que les quantités demandées vont peu varier? Là, c'est ça, vous comprenez ce sens de sensibilité. Les consommateurs sont-ils sensibles ou pas à la variation du prix? Là, oui, ils sont très sensibles. Là, non. Ils sont moins sensibles à la variation des prix. Eh bien, déterminons le cas des élasticités pour les deux segments de marché, c'est-à-dire pour les industriels et pour les domestiques. Et comparons ces deux élasticités. Bien sûr, j'avais déjà donné une réponse lors de la première question avec la représentation graphique. Donc il faut que nos démonstrations et nos calculs mathématiques vérifient nos observations graphiques. Alors allons-y, donc déterminons, donc voici le symbole hein, epsilon de l'élasticité. Donc déterminons l'élasticité de EPI. Il y a plusieurs façons de noter. Alors attention à la formule. Nous dérivons la quantité par rapport au prix et on multiplie par le prix sur la quantité. Formule de l'élasticité de base. Dérivé donc de la quantité par rapport au prix. Donc c'est Q' en fait, hein, c'est une dérivée. Et on multiplie par le prix sur la quantité. Alors je vous rappelle qu'on avait déjà trouvé les fonctions. Attention, si vous dérivez QI par rapport à PI, vous devez exprimer QI comme une fonction de PI. Oui. Ne dérivez pas ça. Vous pouvez, hein, en soi, dans l'absolu, c'est pas. Mais il faudrait changer légèrement la formule. Mais reprenez la fonction QI en fonction de P. Hein. Donc on avait trouvé 12 moins 0,25 PI. Voilà. Hein. Et c'est ça que vous devez dériver. La fonction et sa variable. Donc ça fait bah, moins 0,25. Okay. Multiplié par PI. Et QI, bah, on remplace 12 moins 0,25 PI. Une élasticité s'exprime toujours par rapport au prix, puisque c'est le prix qui varie d'abord. Vous voyez ? Étant donné donc que la première étape, c'est la variation du prix, on exprime une élasticité en fonction du prix. Donc ce qui fait moins 0,25 PI sur 12 moins 0,25 PI. Oui. Alors, je me rends compte que j'aurais peut-être dû l'écrire sous forme de fraction. Le moins 0,25. Donc ce que je vais faire, permettez-moi, hein, donc, hop, au lieu de moins 0,25, je vais écrire moins un quart. Vous allez voir pourquoi. C'est mieux. Parce que du coup, on va avoir moins 1 fois P, donc bon, ça fait moins PI. Et on aura 4 fois, donc là on aura 48, et 4 fois 0,25, ça fait 1. Donc on a moins PI sur 48 moins PI. C'est plus simple que de travailler avec le 0,25 au numérateur. Voilà l'élasticité donc, de la demande industrielle. Ne remplacez pas PI par là, hein, puisqu'en fait vous allez tourner en rond, puisque si vous remplacez PI, bah, vous aurez du QI. Et puis ça ne finit jamais. Alors l'élasticité de P2D, donc c'est pareil, on va dériver QD par rapport à P2D, et on va multiplier par P2D sur QD, et je rappelle que QD c'est 12 moins 3 vingtièmes de P. Donc je l'écris ici hein, en bas. Donc si j'arrive, il nous reste moins 3 vingtièmes
multiplié par P de D sur 12 moins 3 vingtièmes de P de D. Je vais devoir effacer. Oui. Bon, je vais effacer là. Donc, je peux regrouper. Donc, on aura moins 3 P de D sur... Donc, ici, on peut développer. On peut faire 20 multiplié par tout ça. Donc, 20 fois 12, ça fait 240. Et puis 20, ça s'annule. Donc, il reste moins 3 P de D. Alors, si vous restez à ce stade-là, de cette expression, bah, le problème, c'est la comparaison. Hein. Comment voulez-vous savoir quelle élasticité est la plus grande ou la plus petite? Bah, je ne sais pas, là, on a moins de pays, on a moins 3. Vous voyez, là, au niveau des unités, c'est pas top. Hein, au niveau, en tout cas, de la configuration des expressions, c'est pas top pour les comparer. Parce que moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir aussi que du P, hein, là, au numérateur. Vous comprenez? Parce que si j'avais que du P au numérateur, là, je pourrais comparer les dénominateurs. Mais là, les numérateurs sont différents. Enfin, le numérateur, oui, les numérateurs pardon, sont différents et les dénominateurs sont aussi différents. Vous ne pouvez pas comparer deux fractions comme ça, où les numérateurs et les dénominateurs sont différents. Si l'un des deux est le même, vous pouvez comparer. Alors, il faut voir un petit truc. C'est quoi? Bah, c'est que 240, c'est 3 fois 80. Et du coup, au dénominateur, je peux factoriser par 3. Ouais. Et du coup, le 3 s'annule. Et il nous reste bien moins P de D sur 80 moins P de D. Et là, j'ai la même chose au numérateur, donc c'est bon, je pourrais comparer les dénominateurs. Donc, je pourrais comparer les élasticités et me dire laquelle est la plus grande. Je vous rappelle, hein, donc une élasticité forte implique une sensibilité forte. Plus l'élasticité de la demande est élevée, plus les consommateurs sont sensibles à une variation du prix. Alors, je vais effacer ici pour pouvoir commencer la comparaison. Alors, on va commencer par les dénominateurs. Alors, ce qu'on va faire, la première chose, vous voyez, c'est que bon, les deux numérateurs sont composés de moins. Bon, on n'est pas obligé de prendre les moins. On ne va pas s'embêter avec les moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans les deux cas, on va prendre la valeur absolue des élasticités. Parce qu'en fait, les moins n'ont pas d'importance puisqu'on le retrouve ici, le signe moins, dans les deux fonctions. Donc, je prends l'élasticité, du coup, ça fait PI sur 48 moins PI. Je vous rappelle que prendre la valeur absolue, c'est rendre positif l'expression. Ne changez pas les signes du dénominateur, hein. Changez que le signe du numérateur. Alors, par rapport au dénominateur, lequel est le plus grand? 80 moins P de D ou 48 moins PI? Bien sûr, en supposant à chaque fois que les prix sont les mêmes. Bah, je ne sais pas, moi, prenez un exemple. Je ne sais pas, moi, si vous prenez un prix de 2, 80 moins 2, c'est forcément plus grand que 48 moins 2. Sachant aussi que les prix sont toujours positifs. Les prix sont forcément positifs. Donc, il est évident que 80 moins quelque chose de positif sera supérieur à 48 moins quelque chose de positif. Ok? Et je vais diviser par la même chose des deux côtés. C'est-à-dire que là, je vais rapporter le numérateur. Donc, j'aurai P de D sur 80 moins P de D. Et là, j'aurai PI sur 48 moins PI. Bien sûr, pour pouvoir comparer les deux élasticités, nous devons considérer que les prix sont les mêmes à chaque fois. Là, les prix, ce sont des variables. Mais dans la comparaison, nous devons supposer oui, que les prix sont les mêmes. Donc si je fais... Alors attention, vous voyez ce que j'ai fait? J'ai rapporté le numérateur, ici.
Donc il y a quelque chose qui va changer, c'est le sens de l'inégalité. Pourquoi? Parce que 80 moins P de T, c'est le plus grand. Si vous divisez quelque chose par quelque chose qui est plus grand qu'un autre, le résultat sera plus petit. Autrement dit, je prends un exemple. Imaginez-vous que vous faites P de D divisé par 30. Ça sera plus petit que si vous faites PI divisé par 20. Puisque ça, c'est plus petit que ça. Si vous divisez quelque chose par ça, ça sera forcément plus petit que ça. Vous comprenez? C'est l'inverse. Ici. D'ailleurs, c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de mettre P de D par PI. Vous pouvez mettre P tout simplement, c'est pareil. Conclusion, l'élasticité domestique est inférieure à l'élasticité des consommateurs industriels. Donc ce sont les industriels qui sont les plus sensibles. Mettez sur pause pour copier à chaque fois. Okay, donc les consommateurs industriels sont les plus sensibles à la variation du prix. Et si vous reprenez votre graphique du début, vous le voyez, puisqu'on avait dit que la droite des consommateurs de la demande industrielle était plus horizontale. Donc le fait que la droite soit plus horizontale, ça implique une élasticité qui est plus forte. Donc on a bien vérifié mathématiquement ce qu'on avait dit depuis le début. Ça implique quoi en termes de prix? C'est-à-dire, parce que depuis le début, on commence à introduire l'idée que les prix seront différents sur les deux segments de marché. Sur quel segment de marché le prix sera le plus élevé? Évidemment, sur celui où la demande est la moins sensible. Et ça, vous inquiétez pas, on va le vérifier mathématiquement dans la prochaine question. Autrement dit, les consommateurs domestiques subiront un prix plus élevé que les consommateurs industriels. Mais c'est logique. Pourquoi? Les industriels sont très sensibles au prix, à la variation des prix. Donc l'entreprise n'a pas intérêt à leur fixer un prix élevé, parce que sinon les consommateurs partent. Donc là, les domestiques sont moins sensibles. Donc comme ils sont moins sensibles à la variation d'un prix, on pourra se permettre de fixer un prix plus élevé que sur un segment de marché où les consommateurs sont à l'affût d'une variation de prix pour partir vers un concurrent. Ou même d'ailleurs pour arrêter totalement la consommation, puisqu'on suppose ici que l'entreprise est en monopole. Donc elle est la seule à produire le bien en question. Ouais, donc ça, on pourrait supposer par exemple que ce feutre-là ne sera pas vendu au même prix sur les deux segments de marché parce qu'ils n'ont pas la même élasticité, donc ils n'ont pas la même sensibilité. Et donc eux, comme ils sont vachement sensibles, si vous augmentez le prix de ça, les consommateurs fuient. Donc vous allez fixer un prix plus faible. Je pense que vous avez compris. Bien. Bon, j'ai effacé un petit peu le tableau, et j'ai recopié uniquement les informations qui nous intéressaient. Donc les fonctions de demande, on va dire particulières, sur chaque segment de marché, la fonction de coût total et la fonction de coût marginal. Alors la question suivante, et la dernière question également. On vous dit, en supposant donc que l'entreprise opte pour une discrimination de prix par les prix de degré 3, déterminez les prix et les quantités que doit offrir l'entreprise pour maximiser son profit. Expliquez votre démarche. Donc là, ça y est, nous sommes dans la discrimination par les prix de degré 3. La discrimination de degré 3, tout court, ça suffit. Alors comment on va... D'ailleurs, ce qui va suivre, retenez-le, c'est la procédure que vous devez pratiquer lorsque nous sommes en discrimination de degré 3. Donc ce qui suit, c'est vous faites tout le temps, à chaque fois qu'on vous demande de déterminer, on va dire, un équilibre ou plusieurs équilibres sur chaque segment de marché et qu'on passe et qu'on opte pour la discrimination de degré 3. Vous savez, la condition de maximisation du profit, elle ne change pas. L'entreprise cherchera toujours à égaliser sa recette marginale et son coût marginal. La différence et la particularité, c'est qu'elle va le faire, mais sur chaque segment de marché. Autrement dit,
elle va égaliser la recette marginale des industriels au coût marginal. Alors on va traiter le cas du coût marginal, pourquoi? Parce que le coût marginal est le même pour les deux segments. Ce qui est logique, hein, de toute façon, puisque c'est un monopole, donc c'est une seule unité de production. Et puis elle va égaliser la recette marginale domestique au coût marginal. Ouais. Je vous rappelle que pour déterminer une recette marginale, il suffit, attention, hein, je répète, lorsque vous avez les fonctions de prix en fonction des quantités, comme ici, vous multipliez par 2 le coefficient directeur de la droite. Donc la recette marginale de I, ce sera moins 8 QI plus 48. Et le coût marginal, on serait tenté d'écrire 2Q plus 4. Oui, on serait tenté d'écrire ça, 2Q plus 4. Oui, mais ici, attention. Pourquoi? Parce que les quantités, ce sont les quantités des industriels plus les quantités des domestiques. Je vous l'ai dit, l'entreprise n'a qu'une seule unité de production. Donc son coût marginal dépend de ce qu'elle produira pour les industriels et ce qu'elle produira pour les domestiques. Donc le coût marginal, il faut l'écrire, attention, de facteur de QI plus QD. Et bien sûr, le 4 est en dehors. Est en dehors du 2. Et là, on aura, donc je multiplie par 2 le coefficient directeur, moins 40 tiers QD plus 80, égale, bon, du coup, la même chose, hein, puisque c'est le même coût marginal. Voilà. Autrement dit, nous avons deux équations à deux inconnus. Nous avons donc un système d'équations à résoudre pour trouver la valeur de QI et de QD. Ouais. Donc on y va tout doucement, on commence ici. Donc moins 8 QI plus 48 égale, donc je développe le 2. Voilà. Donc 2 QI plus 2 QD plus 4. Qu'est-ce que je vais chercher à faire? Je vais chercher à exprimer une inconnue en fonction de l'autre. C'est-à-dire que là, si vous préférez, dans la résolution du système d'équations, ici, oui, je préconise clairement l'utilisation je vais y arriver. Je préconise clairement la méthode par substitution. C'est-à-dire que vous exprimez une inconnue en fonction de l'autre et puis on la remplacera dans celle-ci. Donc vous choisissez, hein, mais bon, comme on travaille avec, comme on est ici sur la partie industrielle, sur le segment industriel, on va exprimer QI comme une fonction de QD. Mais bon, peu importe, en soi. Alors, on va regrouper les QI. Donc, j'en ai moins 8, je fais passer le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2. Donc, ça fait moins 8, moins 2, ça fait moins 10 QI. Et le reste, hop, donc on aura 2 QD, et on aura 4 plus 48, ce qui fait moins 44. Donc, QI, on divise par moins 10, donc c'est 2 QD moins 44. Bien sûr, ceux qui sont à l'aise en mathématiques, allez-y, hein, foncez et écrivez, simplifiez, simplifiez beaucoup plus rapidement. Hein. Mais là, bon, voilà, je le fais pour ceux. Cool. Donc QI égale 2 sur moins 10, pour ceux, encore une fois, qui ne sont pas convaincus, hein, qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de calcul, tapez sur votre calculatrice 2 sur moins 10, vous allez tomber sur moins 1 cinquième, ou moins 0,2 si vous voulez. Donc de QD. Et on fera moins 44 sur moins 10, ça fait plus 4,4. Voilà, j'ai QI en fonction de QD. Alors, avant de remplacer, je vais d'abord simplifier cette écriture-là. Donc, on aura moins 40 tiers de QD plus 80 égale donc 2 QI plus 2 QD plus 4. Donc, on aura moins 40 tiers de QD moins 2 QD. Si je mets sur le même dénominateur, ça fait moins 40 tiers de QD moins 6 QD. Ça fait donc moins 46 tiers de QD. Là, j'ai regroupé les QD ensemble. Égale, donc 2 QI, 4 moins 80, moins 76.
Et donc on aura moins 46 tiers de QD égale 2 facteurs de QI. Donc je remplace QI par ça. Moins 1 cinquième de QD. Plus 4,4. Et n'oubliez pas le moins 76 au bout. Bon, je vais devoir effacer parce que je n'ai bien sûr pas assez de place pour terminer le développement. Donc je vais développer. Donc égale moins 2 cinquièmes de QD plus 8,8 moins 76. Ok, je regroupe les QD. Donc on aura moins 46 tiers de QD plus 2 cinquièmes de QD égale, bon je vous avoue qu'il est tard, donc j'ai un peu la flemme, moins 67,2. J'ai la flemme, je vais de faire de tête. Bon écoutez, là vous additionnez les coefficients, hein, moins 46 tiers plus 2 cinquièmes, puis ensuite vous trouvez la valeur de QD. Hein. Là je pense qu'on a fait le plus gros. Et donc vous allez trouver QD qui vaut 4,5. Donc on en déduit QI, puisque QI ce sera moins 1 cinquième multiplié par 4,5 plus 4,4, ce qui fait 3,5. Voilà les quantités d'équilibre pour chaque segment de marché si l'entreprise désire maximiser son profit sur chacun d'entre eux. Est-ce que le prix sera le même? Bah non. Hein. Le but, c'est de discriminer par les prix. Donc, c'est de fixer un prix différent sur chaque segment de marché. Et la détermination du prix n'est pas bien compliquée. Il suffit de remplacer dans les fonctions de demande. Ici, les fonctions initiales. Donc, QD, vous remplacez. Donc, vous aurez P2D égale moins 20 tiers multiplié par 4,5 plus 80. Et donc, vous allez trouver 50. Et PI, vous aurez moins 4 fois 3,5 plus 48, ce qui fait 34. Voilà, là on a trouvé les deux couples d'équilibre. Conclusion, les domestiques auront 4,5 unités sur le marché à un prix unitaire de 50, alors que les industriels, eux, n'auront que 3,5 à un prix de 34. Qu'est-ce qu'on avait dit sur les élasticités là? On avait dit que, reprenez la question précédente sur les élasticités, sur la sensibilité à la variation du prix. On avait dit que c'était les industriels qui auraient le prix le moins élevé. Vous êtes d'accord hein, si vous reprenez la question précédente, c'est le cas. Allez. Les industriels ne paieront que 34 alors que les domestiques paieront 50. Voilà. On a prouvé mathématiquement hein, que lorsque l'élasticité est plus élevée, plus forte, on aura un prix moins élevé. Il y a un rapport inverse entre l'élasticité et le prix d'équilibre. Bon, qu'est-ce qu'on peut calculer là pour comparer avec la question, la première question, là, le cas du monopole simple, là, où en fait il réunit les deux segments en un seul segment de marché, hein, en une seule fonction de demande, c'est de comparer les profits. On avait trouvé la première question, je crois, 124. Oui, on avait trouvé un profit de 124 lorsque le monopole ne distinguait pas les deux segments et qui ne discriminait pas par les prix. Ça serait cool de maintenant connaître son profit lorsqu'il discrimine. Alors ce sera quoi son profit? Ce sera la quantité des domestiques multipliée par le prix des domestiques, plus la quantité des industriels multipliée par le prix des industriels, moins le coût total, en remplaçant Q par la somme des deux. Vous prenez votre fonction de coût total, donc 100, plus Q carré, donc Q vous additionnez, 4 et 3, 7, 8, ça fait 8, donc 8 au carré, plus 4 fois 8.
Ok, hein, là attention, hein, le Q dans la fonction de coût total, c'est la somme des deux quantités. Eh bien, vous tomberez sur un profit de 148. Et je vous l'avais dit, ce profit-là, donc le profit lorsque le monopole discriminera par les prix, est supérieur au profit lorsqu'il se comporte comme un monopole classique. Hein, donc ouais. Bon, je voulais mettre des initiales, mais c'est pas grave. Donc voilà. Pouvez-vous écrire une phrase sans problème. Mais c'est le but de la discrimination, c'est d'augmenter le profit du monopole. Voilà, voilà. Et c'est toujours comme ça, hein, je le redis, hein, pour la discrimination de degré 3, vous appliquez la procédure, là, la méthodologie qu'on vient de mettre en pratique, et c'est OK. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour soutenir la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.